une bonne fin de matinée et donc je vous enregistre. Voilà, d'accord? Merci. Bonne journée. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci. Salut Nico. Salut Christy. Juste une aparté, c'est Stéphanie ou c'est Nathalie? Parce que Nicolas, il a dit Nathalie. Alors, Stéphanie, mais c'est pas grave. On m'appelle ok, aussi. d'accord, non, mais c'est moi. Je me suis dit, est-ce que je me suis trompée ou... Non, c'est Stéphanie, c'est ça. Ok. Donc là, on a expliqué la règle du ruck. Alors, en école de rugby, le ruck, on en voit très rarement, hormis parce que dans le toucher, donc il n'y a pas de ruck. Dans le jeu au contact, il n'y a pas de ruck non plus. Non. Le seul moment où il peut y avoir du ruck, c'est en moins de 10, moins de 12 ou moins de 14 sur du jeu à 10 ou jeu à 15 pour les moins de 14. Donc, c'est seulement à ce moment-là que le ruck est autorisé parce que sur le jeu au contact, un joueur plaqué doit éloigner le ballon, éjecter le ballon de la zone de ruck justement pour pas qu'il y ait formation du ruck. Voilà. Je vais vous repartager l'écran. C'est derrière une zone de jeu où il peut y avoir beaucoup de blessures. Ah ouais. Oui, c'est pour ça que souvent c'est ce qu'ils cherchent à éviter à l'école de rugby. Ils cherchent à ce qu'il y ait du mouvement justement. Tony, comme tu as été le premier, je t'invite à désigner une autre personne pour évoquer une autre règle. Je veux pas être mal vu par mes petits camarades. Ils vont il y en a un qui va se... Bah, de toute façon, tout le monde va y passer et vous allez expliquer normalement chacun 2 règles. Donc, alors on va continuer avec Nathalie. avec Stéphanie. Non, c'est Nathalie. Ok. Alors, Stéphanie. Alors, on va refaire sans ruck du coup. Je pourrais peut-être pas répondre. Hein. Bah, le maul. Bah, tiens, regarde, tu as posé une question avant sur le maul. Ça tombe bien. Alors, je sais comment il se place, mais je ne sais pas pour quelle raison on arrive au maul. Bah, dis-nous déjà ce que tu sais sur la règle. Il n'y a pas de jugement. Voilà. Moi, on a appris mardi avant le confinement, là, comment se placer. Les joueurs, on avait fait on leur avait appris de se placer par rapport à leur tête et pour pas se blesser. Mais s'imbriquer sans se blesser, mais après, je ne sais pas du tout comment on en arrive là. Il y a une perte de ballon, mais c'est pas une sortie de ballon, je sais plus. Est-ce qu'il y en a qui veulent aider Stéphanie sur la règle du maul? Sinon, je l'expliquerai, mais pas de souci. Surtout comment on sort du maul, non, qui compte quand le ballon est au sol. Bah, déjà, remarquez à partir de quel moment un maul est formé. Bah, quand on a le porteur du ballon qui est debout et au moins 3 joueurs qui sont, on va dire, au contact et à la lutte avec ballon porté, quoi, non? Donc, en fait, le maul, ouais. Alors, je vais revenir. C'est pas souvent après une touche. C'est Eric qui a parlé, c'est ça? Ouais, c'est moi. C'est pas souvent. J'ai vu ça dans les matchs. Souvent, il y a le joueur qui lance la touche et après, souvent, il y a ballon porté. Et... Oui, voilà, c'est ça. Il peut y en avoir après une touche, ou peut y avoir même sur un contact. Ouais, sur un contact. Contact, ouais. Donc le plaquage n'amène pas le joueur au sol, ça peut former un maul, quoi. Effectivement, donc c'est un gain du ballon, mais le ballon n'est pas au sol. Le joueur, il est debout. Donc c'est la différence par rapport au ruck. Donc nous avons le porteur du ballon plus un soutien au porteur du ballon et un adversaire. Donc à partir de ce moment-là, il y a création d'un maul. Donc il faut qu'il y ait le porteur du ballon et un joueur de chaque côté. Si admettons, voilà, bah là par exemple, le porteur du ballon plus un adversaire, il n'y a pas création de maul. Là c'est pareil, hein, porteur du ballon, un adversaire, pas de maul. Il faut qu'il y ait forcément un joueur de chaque côté qui est lié au porteur du ballon. Alors quand on est dans cette situation-là, ben l'adversaire ne peut plus mettre le porteur du ballon au sol. Il ne peut plus le plaquer. Pareil que pour le ruck. Quand on veut intégrer le maul, on ne peut pas venir de n'importe quel côté.
Il faut qu'on vienne se joindre au môle par son camp en arrière du dernier participant. Donc, si admettons je suis rouge, je viens par l'arrière, donc en venant par là, et je vais me lier au dernier participant du môle. Il y a énormément de fautes là-dessus avec des joueurs qui viennent percuter sur les côtés. Enfin, même à haut niveau, hein, c'est vraiment des fautes qu'on voit souvent, ça. Oui, c'est ça, ouais. Il y a un Et nombre, souvent. Oui, Stéphanie? il y a un nombre maximum de personnes, de joueurs à avoir pour le môle? Il peut y avoir toute l'équipe dans le môle. 15 de chaque côté. L'autre jour, on a fait par 5, c'est pour ça que je me demandais s'il y avait un nombre précis en fait. Non, il n'y a pas de limite, mais à savoir que si tu mets toute ton équipe dans le môle, après, il n'y a plus personne pour attaquer ou défendre. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Pareil, il y a une ligne de hors-jeu qui se crée sur un môle. Alors peut-être que c'est montré, non, c'est pas montré. La ligne de hors-jeu, elle se crée à partir du dernier pied du dernier participant. Donc ça veut dire que si moi je veux défendre de ce côté-là, je ne peux pas dépasser le dernier pied du dernier participant. Je suis hors-jeu. Et le môle s'arrête quand le ballon tombe, touche le sol, ou enfin quand les joueurs tombent ou le ballon touche le sol. Le môle prend fin quand le ballon ou le porteur du ballon quitte le môle, quand le ballon est au sol ou quand le ballon est sur ou au-delà de la ligne de but. Voilà. Ou alors, si admettons, il y a le môle qui s'écroule, le ballon est injouable parce que le ballon ne sort pas. Le porteur du ballon va au sol, mais ne rend pas le ballon disponible. Donc ça, c'est la fin du môle. Il y a môle dans l'en-but, le môle s'arrête. Ouais. Non, mais ça veut dire qu'il faut essayer de. Enfin, c'est le ballon est sur ou au-delà de la ligne de but, ouais, c'est ça. D'accord. À savoir, pareil, pour l'école de rugby, donc on va toujours essayer de rapporter un peu les règles au niveau de l'école de rugby. Le môle, on le verra pas ni en toucher 2 secondes, ni en jeu au contact. Parce que jeu au contact, le seul moyen de défendre, c'est de plaquer. On n'a pas le droit de bloquer un joueur. Et on le verra, donc du coup, pour les moins de 10, moins de 12, moins de 14, sur le jeu à 10 ou jeu à 15. Eric, Jérôme, ça va, vous suivez? Ah oui, parfait. Pour l'instant, ça va. Parfait. Ok. N'hésitez pas à intervenir si jamais vous avez des questions. Moi, N'importe où. j'avais juste avant, quand Arnaud disait quand il y a le môle qui est proche de la ligne d'en-but, c'est ça alors? Oui. C'est que si maintenant le môle passe la ligne d'en-but, ça s'arrête. Oui, c'est ça. D'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le porteur de ballon est maintenu debout par la défense, qu'il n'arrive pas à parce qu'à ce moment-là, il cherche à plaquer l'essai quand oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on ne voit pas trop la situation, parce qu'en fait, à ce moment-là, le porteur du ballon, il va se mettre au sol et il va marquer. Voilà. Une fois qu'on est dans l'en-but, en général, on ne va pas chercher à continuer à avancer, il n'y a plus d'intérêt. Sauf s'il a un monstrueux deuxième ligne qui le maintient debout et qui n'arrive pas à se coucher avec le ballon, quoi. Voilà. Oui, voilà. Donc c'est Stéphanie qui avait la main, et puis je t'invite à passer la main à une autre personne pour la prochaine règle. Jérôme, dans la continuité. Super. Alors Jérôme, la touche. Oh, c'est compliqué ça. Ça va, ça c'est facile. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la touche, Jérôme? La touche, donc c'est une phase de lancement de jeu. Donc quand le ballon sort des limites du terrain, donc il y a une remise en jeu par une touche. Donc les deux équipes vont s'aligner face à 5 mètres de la ligne de touche, dans la zone de 5 à 15. Donc il y a un alignement respecté au niveau du lancer, il y a un alignement respecté au niveau des joueurs, qu'ils soient attaquants ou défensifs. Il y a un nombre de joueurs à respecter dans l'alignement. Donc selon le niveau à laquelle on évolue, en 8, en 6, en 10, en 12 ou en 14, il n'y a pas tout à fait les mêmes règles. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une touche? On peut faire plein de choses. Donc on va rester école de rugby.
Donc le lancer se fait par l'équipe qui a le gain du ballon. Le lancer doit se faire dans un couloir. La touche doit être droite. Donc nos enfants n'ont pas le droit d'être étayés pour aller récupérer le ballon. Ils ont simplement le droit de sauter s'ils le veulent. Nous, en école de rugby, on fait juste une remise en jeu. En fait, Oui, c'est une remise en jeu. Ouais, il y a un alignement qui est fait et on fait une remise en jeu dans le couloir. Donc on leur apprend à lancer droit, on leur apprend à comment ça s'appelle donc à respecter les zones de remise en jeu, le placement défensif des attaques. Donc sur les touches, alors là, Christy, je ne sais pas si on est à 5 mètres ou à 10 mètres en école de rugby. Ils sont à 5 mètres, hein. À 5 mètres. Ils sont à 5 mètres de chaque côté. Donc on voit le positionnement des postes, hein, des relayeurs, des talonneurs. C'est là où ils commencent à apprendre un petit peu les lancements de jeu, voir leur position sur le terrain. Donc j'ai tout dit dans le désordre. Ouais, t'as dit plein d'idées, mais dans l'idée, c'est bien. Oui, vas-y, Arnaud. Finalement, aussi très important, c'est quand est-ce qu'il y a touche, en fait. Quelle est l'action qui génère le fait de siffler de la touche, Alors en je fait. t'ai dit quand le ballon sortait des limites du terrain ou quand un joueur le sortait, voilà, quand le ballon sort des limites du terrain. Sur la ligne aussi, même s'il a le ballon à l'intérieur du terrain, en principe. Quand le joueur sort le ballon ou le ballon il sort tout seul. Ça dépend de la position du joueur. Si effectivement le joueur il a le pied sur la touche et il a le ballon en main, il y a touche. Parce que la ligne ne fait pas partie du terrain. Voilà. Oui, effectivement. Donc, Jérôme, il avait donné l'explication dans son discours. Donc, effectivement, il y a touche quand le ballon ou le porteur du ballon touche la ligne de touche ou la ligne de touche de but. Donc, à savoir que dans l'en-but, les lignes qui sont sur les côtés ne sont pas considérées comme des lignes dans le terrain. Donc, si on aplatit sur la ligne de touche de but, il n'y a pas essai. Ensuite, par rapport à ce qu'il a dit, la touche, alors attention, parce que sur les moins de 8 qui font uniquement du toucher 2 secondes et du jeu au contact, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'alignement. En fait, la remise en jeu, elle se fait de quelle manière? Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de moins de 8. Donc, je te dirais que c'est comme une pénalité. C'est une remise en jeu par le relayeur. Sur le oui, voilà, c'est ça. Ah non, à 5 mètres. Voilà. C'est à 5 mètres de la ligne de touche. Oui, c'est ça. Ouais, ça me revient. Donc, la remise en jeu, elle se fait comme sur une pénalité ou un coup franc, effectivement. Donc, le ballon est au sol, remise en jeu par le joueur qui a la balle et ça démarre. Et effectivement, l'alignement en touche n'est effectué que sur le jeu à 10 pour les moins de 10, moins de 12 et jeu à 15 pour les moins de 14. Donc effectivement, pour l'alignement en touche, il y a un lanceur. Ensuite, il peut y avoir 2, 3, 4 sauteurs. Donc, vous pouvez mettre tous les joueurs de votre équipe dans l'alignement de touche si vous voulez. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un relayeur au bout. À savoir que, par exemple, dans une équipe, si je décide de mettre... attendez, je vais regarder s'il y a une image de touche. Touche. Donc là, nous avons un alignement en touche. Ça parle peut-être plus à tout le monde. Donc avec le lanceur, et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs dans l'alignement. Donc ça, c'est surtout sur du jeu à 15. Donc admettons, en situation d'école de rugby, donc je dis bien pour le jeu à 10 ou à 15 pour les moins de 14, si admettons, on décide de mettre 2 joueurs dans l'alignement, l'équipe adverse, donc qui ne lance pas la balle, est obligée de mettre aussi 2 joueurs dans l'alignement. Donc on est obligé d'avoir un adversaire sur chaque joueur. Donc si l'équipe du lanceur met 3 joueurs dans l'alignement, l'équipe adverse doit aussi mettre 3 joueurs dans l'alignement. À savoir que l'alignement se fait à 3 mètres de la ligne de touche. D'accord, sur le jeu à 15, l'alignement il se fait à 5 mètres. Là, sur l'école de rugby, il faut que l'alignement débute à 3 mètres.
Et donc là, c'est pareil. Le relayeur, donc c'est le joueur qui est positionné derrière l'alignement. Il est situé à 2 mètres de l'alignement. Et par contre, à l'école de rugby, il n'y a pas 10 mètres entre l'alignement et la ligne de hors-jeu pour les non-participants. Elle est à 5 mètres. Est-ce que tout le monde a Juste compris? Ouais. pour le nombre de joueurs dans l'alignement, c'est à qui profite la touche qui choisit le nombre. Oui, c'est ça. D'accord. C'est lui qui décide le nombre de joueurs qu'il veut mettre. Et comme l'a dit Jérôme dans son explication, il ne peut pas y avoir d'aide au sauteur. Donc ça veut dire que le joueur saute tout seul. On ne peut pas le soulever pour qu'il aille gagner le ballon. Ça, c'est là, tu parles pour l'école de rugby. Ouais, pour l'école. Voilà. Oui, bah, on est... Ouais, c'est ça. D'accord. J'essaie d'apprendre en même temps pour les deux. Ouais, pas de souci. Pour moi aussi en même temps, vu que je joue aussi. Donc, voilà, merci. Ça a changé récemment pour les adultes. Qu'est-ce que tu disais, Arnaud? Pardon, j'ai pas. C'est une règle qui a changé en plus récemment pour les adultes. Maintenant, sur la touche, on peut effectivement aider on peut soulever le joueur qui va rattraper le ballon, quoi. Ça, ce qui n'est pas le cas il y a quelques années, ça a changé. Ouais. Voilà. C'est un autre siècle, ça, hein, Arnaud. Ouais. Ouais, c'est surtout qu'à l'école de rugby, c'est dangereux de vouloir soulever le joueur. Clairement. Ouais. Donc ça, c'était... Oula. Ça, c'était pour la règle de la touche. Donc, c'est Jérôme qui avait la main. Et puis, je vais t'inviter à désigner une autre personne pour la règle suivante. Bah, la règle suivante, je vais l'offrir à Eric. Allez, Eric. Allez, l'en avant, Eric. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la règle du en avant? C'est que là, déjà, la première règle du rugby, ça se joue les passes en arrière. Hein. Donc, pour les en avant, c'est dès que le ballon part en avant lors d'une passe. Après, je crois qu'il y a d'autres trucs, mais c'est déjà d'une passe, ça peut être une passe en avant ou ça peut être à la réception de la balle. Il suffit que la balle fasse un léger, même 5 cm en avant, hein, parce que c'est pas forcément veut dire que la balle part en avant de 3-4 mètres. C'est que vraiment lors de la réception. Après, je pense que c'est ça. Peut-être qu'il y a d'autres trucs encore, d'autres situations, mais je connais que celle-là pour l'instant à peu près. J'en ai déjà vu d'autres, mais je ne pourrais pas les expliquer. Tu as peut-être des trucs plus compliqués qui sont les avants volontaires, qui sont interdits. Mais je sais pas. Moi, on ne voit jamais en école de rugby ce genre de. Moi, je ne le sifflerais pas, en fait, s'il y avait un avant volontaire. Tu as une notion d'anti-jeu sur l'en avant volontaire, mais sur l'en avant tout court, tu as un contrôle. En fait, tu as une notion de contrôle de ballon. Faut pas que ton ballon sorte du berceau des bras et il faut qu'il soit contrôlé tout le temps. Après, tu as effectivement la passe qui se fait en avant ou la passe qui est pas sur. T'imagines une ligne imaginaire et la balle doit être sur la ligne ou derrière la ligne et pas devant la ligne. Ouais. Je vais reprendre la parole, Eric. C'est bien et c'est résumé ce que tu as dit. Effectivement, en avant, c'est le fait d'envoyer le ballon vers l'avant ou quand on fait tomber le ballon, le fait que le ballon tombe aussi vers l'avant. Donc effectivement, le ballon doit toujours tomber être envoyé vers l'arrière ou tomber en arrière par rapport à la ligne. Et la ligne, c'est quoi? C'est la ligne à partir du porteur du ballon. Sur l'en avant volontaire, effectivement, l'en avant volontaire, en fait, c'est si on essaye d'attraper la balle sur une interception et que le ballon tombe vers l'avant. À savoir que si on y va et qu'on tape sur la balle, c'est un en avant volontaire et là, c'est une pénalité. Donc, on revient sur une pénalité. Alors que sur un en avant dans le jeu courant, si j'envoie le ballon à un joueur qui est devant moi ou si
Ou si je fais tomber le ballon vers l'avant, on revient sur une remise en jeu de mêlée. Voilà. On arbitre, je pense, tous dans les compétitions et dans les rencontres. Et c'est vrai que le fait de siffler les en avant, c'est. Moi, souvent, les tout petits en avant, parce qu'il y en a beaucoup, hein, je ne les siffle pas, je les signale, je préviens, mais je laisse jouer parce que sinon, on a des arrêts de jeu tout le temps et il n'y a pas de fluidité dans le jeu. Enfin, moi, j'arbitre souvent des U8, il y a des petits en avant que je ne siffle pas. Les gros, bien sûr, c'est le cas, vraiment, mais ouais, voilà quoi. C'est délicat à arbitrer de toute façon, hein, et c'est un peu brouillon les matchs U8. Donc, moi, j'essaie de privilégier un petit peu le fait de garder la balle en jeu. Et quand c'est pas trop flagrant, ben, je siffle pas. Je préviens que la prochaine fois, je vais le siffler. Voilà, c'est pas évident. Effectivement, si le ballon tombe juste au niveau des pieds du porteur du ballon, je parle notamment pour les plus petits, pour les moins de 8, si le ballon tombe au niveau des pieds, c'est pas gênant. Mais effectivement, si le ballon tombe et puis va rouler sur 10-15 mètres, là, c'est plus gênant et ça donne quand même un avantage à l'équipe. Ouais. Eric, je vais te rendre la parole et tu vas pouvoir passer la main à une autre personne, du coup. Je sais pas. Je crois que Arnaud n'est pas encore passé sur. Voilà, Arnaud. Je veux pas le dénoncer, mais. Alors, coup d'envoi et coup de renvoi, Arnaud. C'est l'action de mettre la balle en jeu. Donc, il faut que la balle soit touchée avec le pied, puis ensuite on va la ramasser pour la mettre en jeu. Après, ça peut être une remise en jeu, ça peut être accordé à plein de moments. Ça peut être après un essai. Dans le cadre des petits, on le fait aussi après pour une touche. Et après, ça peut être suite à une faute, un hors-jeu, un plaquage haut. Il y a pas mal de raisons de faire un renvoi ou un envoi. Voilà, quoi. Je sais pas si j'ai tout dit. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent encore ajouter des choses, peut-être? Il faut qu'ils se mettent à 5 mètres, c'est ça? Ah oui. Oui. C'est ça? Bien, ouais, Stéphanie, c'est bien, ouais. Absolument, ouais. Donc, effectivement, le coup d'envoi ou coup de renvoi, c'est le fait de mettre la balle en jeu. Donc, le coup d'envoi, c'est pour débuter le match ou débuter la seconde mi-temps, donc après la mi-temps. Et le coup de renvoi, un coup de renvoi, en fait, on appelle un coup de renvoi, c'est quand il y a une équipe qui a scoré. Donc, quand on vient de marquer, on fait un coup de renvoi et on remet la balle en jeu. Alors attention, Arnaud, tu disais que le coup de renvoi se fait aussi après une faute. Alors on appelle ça pas un coup d'envoi ou un coup de renvoi. Comment est-ce qu'on appellerait ça plutôt? Est-ce que tu sais ou est-ce que quelqu'un d'autre le sait? Une pénalité. Ouais. Une pénalité, voilà. C'est pas la même chose, attention. Absolument. Alors, à savoir effectivement qu'à l'école de rugby, le coup d'envoi en toucher 2 secondes et un jeu au contact, il se fait de quelle manière? À la main? À la main, ouais. Donc, le ballon est au sol, on touche avec le pied, on va ramasser la balle. D'accord. Et sur le. C'est à partir du moment où le joueur, soit le ballon est au sol, soit à partir du moment où il le touche ou à partir du moment où il le lève. C'est à partir du moment où le ballon est touché avec le pied. Le pied, ouais. D'accord. Et donc la remise en jeu se fait à la main pour le toucher 2 secondes et le jeu au contact. Quand c'est jeu à 10 ou jeu à 15, à ce moment-là, le coup d'envoi ou coup de renvoi, il se fait en coup de pied. Donc soit en drop, soit non, en drop, ouais, en général. Et comme l'a dit Stéphanie, sur le coup d'envoi, il faut que les adversaires soient situés à 5 mètres du porteur du ballon.
Et les partenaires au porteur du ballon sont situés en arrière par rapport au porteur du ballon. Surtout quand on va taper un drop, il ne faut pas que les joueurs soient devant par rapport à celui qui va taper. Sinon, il va se retrouver en situation de hors-jeu. Et là, est-ce qu'on peut les placer en escalier ou ils se placent en ligne derrière? Le mieux pour attaquer, si tu as des partenaires au porteur du ballon, c'est de se placer quand même en escalier. S'ils sont en ligne, ils vont avoir quelques soucis pour se faire des passes vers l'arrière. Donc effectivement, à ce moment-là, tu peux les faire se placer en escalier. La ligne, en général, elle est plutôt utilisée dans quelle situation? Situation défensive. Oui, sur la situation défensive. Donc les adversaires. Donc nous avons le porteur du ballon et ses partenaires qui sont placés en escalier ou de la manière que vous le souhaitez. Et en général, les adversaires sont positionnés en ligne quand la remise de jeu se fait à la main. Ou alors, si la remise en jeu se fait au pied, on va appeler ça un quadrillage. Donc on va essayer de positionner les joueurs un peu partout sur le terrain. Et Christy, est-ce que les enfants, les U10 par exemple, quand ils jouent à 10, ils font des renvois au pied? Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Quand ils jouent à 10, les moins de 10, moins de 12 et les moins de 14 à 15, ils font des coups d'envoi en drop. Ok, ça marche. Et donc là, pareil, quand il va taper le drop, il faut que le ballon ait dépassé et fait 5 mètres. Ok. Voilà. On va passer à la règle suivante. Donc Arnaud, je te laisse la main. Tu peux la donner à quelqu'un d'autre. Allez, Jérôme. Jérôme, pour sa deuxième règle. La mêlée. Ah bah, il aime bien les remises en jeu, Jérôme. Après la touche, c'est la mêlée. Donc, la mêlée, donc c'est effectivement une phase de remise en jeu qui se fait après une faute. Donc, généralement, c'est un en avant ou selon si c'est une pénalité, ça peut être au choix aussi de l'équipe. Donc après, selon le niveau auquel on joue, le nombre de joueurs va évoluer. Donc moi, en U14, maintenant, on est sur du jeu à 15, donc ils sont 8. Mais en U12 et en U10, le nombre de joueurs descend. Donc quoi qu'il arrive, il y aura 3 joueurs face à face de première ligne, avec une remise en jeu, avec des ordres qui seront bien codifiés. Donc c'est tout ce qui est flexion, placement, lié et tout ce qui va avec. Il y a des règles aussi de ne pas rejouer les mêlées quand elles s'écroulent. Il y a des règles d'introduction, il y a des règles de hors-jeu et de positionnement par rapport aux lignes offensives et aux lignes défensives. Ça doit être un petit peu tout. Ça doit être un petit peu tout. Dans le jeu à 15, pour les U14, on parle de passeport avant, ce qui n'est pas le cas, passeport de joueur de devant, ce qui n'est pas le cas pour les catégories inférieures. C'est des règles de sécurité, des attitudes que les joueurs ont dû acquérir dans les catégories inférieures et c'est certifié, ça leur permet de jouer en sécurité sur la catégorie U14. Voilà, j'ai dû dire un petit peu tout. Donc la balle est introduite par un relayeur, donc le 9 entre guillemets, généralement, mais par un relayeur. La balle elle va être talonnée par... alors je vais peut-être dire une grosse bêtise. J'allais dire n'importe quel joueur de première ligne. Mais j'ai pas vu de réaction dans les yeux de Christy, donc j'ai pas dû dire une grosse bêtise. Mais généralement, la balle est talonnée par le talonneur. Ensuite, dans les autres catégories de mémoire, je ne sais pas s'il n'y a pas de gain à l'introduction sur des catégories inférieures, je ne sais plus. Mais pendant un temps, je crois que c'était le cas. En tout état de cause, on ne rejoue pas une mêlée qui s'écroule. Et puis voilà. Ok, bah tu as dit déjà pas mal de choses. Donc effectivement, la mêlée, elle se joue en général après un en avant, sauf en toucher 2 secondes ou jeu au contact. Quand il y a en avant, on fait une remise en jeu comme sur une pénalité ou un coup franc. On ne fait pas de mêlée en toucher 2 secondes ou en jeu au contact. Donc ça se fait en jeu à 10 ou jeu à 15.
Donc, on va montrer juste une mêlée. Je vais peut-être dire une bêtise, mais nous, Dominique m'a dit que le talonneur est toujours celui du milieu, pas les ailiers. C'est ça ou pas du tout? Oui. Le talonneur, en général, en rugby à 15, le talonneur, on appelle, c'est le joueur qui est au milieu, sur l'alignement. Et du coup, dans le jeu à 10, si on en a 3, les 3 peuvent talonner ou c'est vraiment celui du milieu? Pour moi, alors, il me semblait... Attendez, on va quand même regarder. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Pour moi, le pilier peut talonner avec son pied intérieur. Mais on va quand même vérifier. La possession peut être gagnée en faisant reculer l'adversaire en éloignant le ballon. Les joueurs peuvent, première ligne, peuvent chercher à gagner la possession du ballon en le talonnant, qu'une fois que le ballon a touché le sol dans le tunnel. Un joueur de première ligne peut talonner le ballon avec l'un de ses pieds, mais pas avec ses deux pieds. Donc voilà. Et ça Donc, si on apprend que le talonneur, c'est que celui du milieu, ou là, il faut revoir et leur dire vous pouvez tous, mais avec le pied intérieur, parce que là, les pauvres, je pense que... Parce que si maintenant, admettons, j'introduis... donc là, on voit sur l'image le relayeur qui va introduire le ballon. Si tous les joueurs de l'alignement peuvent talonner la balle, le joueur là, il va avoir un avantage parce que le temps que la balle arrive jusqu'au milieu, en fait, si ça se trouve, le premier joueur aura déjà talonné le ballon. Donc, il vaut mieux rester sur celui du milieu, c'est plus... Donc, c'est bien précisé, hein, un joueur de première ligne peut talonner le ballon avec l'un de ses pieds. Okay. Donc, après, c'est à vous de voir au niveau de votre école de rugby ce que... Voilà. À Mulhouse, mais en tout cas, il n'y a pas d'interdiction, tout le monde peut talonner la balle. À savoir, en école de rugby, donc sur la mêlée, il y a pour les moins de 10, moins de 12, 3 joueurs qui sont première ligne, et ensuite il y a 2 joueurs qui sont raccrochés au pilier. Donc les piliers, c'est le joueur extérieur par rapport à l'alignement. Donc ces joueurs qui sont raccolés à ces piliers, ils sont en position debout et ils doivent tenir le pilier avec la main extérieure au niveau du maillot et la main intérieure au niveau du short. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Parce que on va dire les 2 joueurs qui sont positionnés comme des troisièmes lignes, ils ne sont pas en position flexion où ils sont liés aux autres joueurs. Ils sont uniquement liés à leur pilier en étant debout. Donc ça, c'est pour les moins de 10, moins de 12. À savoir que l'introduction du ballon, elle se fait donc par le relayeur dans le tunnel. Elle ne peut pas être faite directement dans le pied des joueurs. Le gain du ballon, elle se fait par la poussée. Donc ça répond un peu à ta question, Jérôme. Donc, ils peuvent pousser pour gagner la balle. Autre règle sur les commandements. Donc, les commandements, c'est flexion, lié, placement. Donc, flexion, c'est on va fléchir les genoux, on va se baisser. Lié, c'est qu'on va attraper le pilier adverse au niveau du maillot. Et placement, c'est on va imbriquer les têtes. À ce moment-là, il n'y a pas encore il y a pas d'impact et il n'y a pas encore de poussée. Il y a poussée que quand le ballon est introduit dans la mêlée. Une fois que le ballon est gagné, donc soit talonné, soit parce que il y a eu poussée qu'on a gagné par la poussée, l'équipe adverse ne peut plus regagner la balle. Voilà. Est-ce que je peux vous dire ça? Oui. À partir de quand la troisième ligne qui a perdu le ballon peut se délier pour aller contester le ballon et quand la mêlée est terminée, donc quand le ballon est sorti. Soit parce que le 9 a fait une passe, soit parce que le ballon a été éjecté et que le ballon est sorti de la mêlée. Déjà, quand le 9 il a ramassé le ballon, on peut aller contester le ballon, non? Quand le 9 a soulevé la balle.
Et du coup, il faut dire sortie ou comment ça se passe? Parce que comme les autres sont en mêlée, ils ne peuvent rien voir. Il y a un mot à dire. Ouais, vous pouvez annoncer fin de la mêlée ou gain du ballon ou stop à la poussée si jamais vous voyez que ça continue de pousser alors qu'il n'y a plus lieu pour éviter qu'il y ait des blessures. Et à savoir que sur une mêlée, les partenaires sont situés à 5 mètres. Donc il y a une ligne de hors-jeu. Si on est en dehors des 5 mètres, si on est à 3-4 mètres de la mêlée, on est hors-jeu. Et autre chose, c'est que le 9 ne peut pas suivre le ballon. Ça veut dire que si moi j'introduis mon ballon ici, le relayeur adverse est positionné juste à côté, il ne peut pas suivre l'autre relayeur. Ce qui est le cas sur du jeu à 15, par exemple. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Oui. Donc, il y a le relayeur. Oui. Et dans l'équipe adverse, il y a forcément aussi un relayeur qui est désigné. Le relayeur adverse, lui, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que ce relayeur il a introduit la balle, qu'est-ce qu'il va faire en général? Il va aller se mettre derrière la mêlée pour récupérer la balle. Sauf que le relayeur adverse, là, il ne sera pas autorisé à suivre l'autre relayeur. Parce que du coup, oui, parce que l'équipe est de l'autre côté. Oui, d'accord, ok, ça marche. Ouais. J'avais juste une question sur la position du relayeur. Le 9, quand il choisit un côté pour introduire, est-ce que sur la mêlée d'après, il peut choisir l'autre côté ou c'est toujours le même côté? Il n'y a pas de règle établie au niveau de l'école de rugby. Après, normalement, on est censé appliquer de la règle de la catégorie C. Après, est-ce que l'introduction... En général, on a tendance à introduire à gauche de la mêlée. Ouais, mais ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. C'est selon les équipes, les clubs. Voilà. D'accord. Et donc, le 8, le troisième ligne centre, il peut aussi ramasser le ballon et rentrer en jeu, sortir de la mêlée, hein, on est d'accord. Hein. Tu parles pour quelle catégorie d'âge, Arnaud? Moi, dans ma catégorie, de toute façon, il n'y a pas de mêlée. Hein, parce que non, il n'y a pas de mêlée, ouais. Pour les 14, ouais. Les 14, les moins de 14, oui, le 8 peut ramasser la balle. Ouais. À savoir que pour les moins de 14, effectivement, la mêlée, elle se fait à 8 contre 8. Ce qui n'est pas le cas pour les autres catégories. Pour les autres catégories, par exemple en moins de 10, moins de 12, les troisièmes lignes qui sont liées au pilier en étant debout, ils ne peuvent pas toucher la balle. À moins que le ballon ait roulé et qu'ils aillent le récupérer, ça ils ont le droit, mais si le ballon est dans le pied d'un joueur de la première ligne, ils ne peuvent pas aller récupérer la balle, c'est forcément le relayeur. Est-ce que je réponds à ta question, Arnaud? Ok, on va attaquer la règle suivante. Donc c'est Jérôme qui avait la main, si tu veux bien passer la main à quelqu'un d'autre. Ça sera pour Tony. Merci. Tony, le plaquage. Ah, alors toujours à hauteur de la gorge, très important. Et s'il se relève, éventuellement finir avec le coude. Le plaquage, c'est une phase défensive qui va permettre aux joueurs ou à l'équipe qui n'est pas porteur du ballon de pouvoir arrêter la progression d'équipe adverse. Le plaquage, il se fait à maximum à hauteur de la ceinture. Donc maintenant, il faut se baisser et quand on est vieux, c'est dur. C'est une position où il y a... Alors, au niveau des enfants, je dirais éducatif, il faut vraiment leur apprendre à se positionner, de mettre la tête de côté en fonction du positionnement du joueur, de présenter l'épaule gauche ou l'épaule droite et de bouger de positionner sa tête. Et après, serrer les bras et accompagner le joueur au sol en descendant avec lui jusqu'en bas. Il faut
Donc, le plaqueur, Ouais, il attrape le joueur qui plaque. Il n'a pas le droit juste de le percuter à un coup d'épaule, quoi, en fait. Il faut vraiment le Ouais. serrer avec les bras et le prendre. Oui, on ne peut pas mettre de. Non, il l'a dit, Tony. Il faut le serrer avec les bras et l'accompagner au sol avec. Ah ouais. On n'a Donc, pas le droit de le lâcher. le plaquage, c'est l'action de mettre l'adversaire au sol. Donc, l'adversaire qui a le ballon, hein, bien sûr, on va plaquer n'importe qui sur le terrain. Donc, le plaquage se fait obligatoirement avec les deux bras. Donc, il faut faire l'effort d'attraper, de ceinturer les jambes avec ses deux bras. Et donc, le plaquage se fait entre la taille et les pieds. On ne peut pas attraper au-dessus de la taille. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas aller attraper, bloquer les bras. C'est interdit. Il est interdit de plonger directement dans les pieds de celui qui a la balle. Autre règle qui a été mise en place, il me semble, déjà l'année dernière, c'est que 2 joueurs ne peuvent pas plaquer en simultané. Donc, 2 joueurs ne peuvent pas arriver en même temps sur le porteur du ballon et plaquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque que les joueurs se cognent la tête à ce moment-là. Les têtes vont être à même niveau. Et donc, c'est un risque. On ne peut pas plaquer à 2. Par contre, il peut y avoir, alors je ne sais pas si sur World Rugby, il y a une image sur le plaquage. Il peut y avoir, ouais, il ne montre pas l'action de plaquer. Il peut y avoir le porteur du ballon avec un adversaire qui vient le plaquer. Il n'arrive pas à le mettre au sol directement. Il peut y avoir une deuxième personne qui peut l'aider et le mettre au sol, à condition que les têtes ne se trouvent pas à même niveau. Il y a quelque chose que je ne sais pas. En 8, Oui. contre pas le plaqueur, mais le plaqué, il a le droit de rafuter ou pas? Oui. Il a le droit. Oui, il n'y a pas de. Bon, après, le raffut se fait toujours main ouverte au niveau du torse. On ne fait pas Enfin, surtout pas de raffut main fermée dans le visage, quoi. C'est interdit. Et ensuite, sur un plaquage, le porteur du ballon, il n'a pas le droit d'engager le buste vers l'avant. C'est-à-dire, j'ai le ballon, je n'ai pas le droit de me pencher et d'avancer de cette manière-là parce que ça empêche à l'adversaire de venir me plaquer. Pour compléter le plaquage, le plaqueur, une fois qu'il a fait son action de plaquer, le joueur au sol, il doit lâcher le joueur au sol. Ouais. Il ne reste pas accroché au joueur au sol. Il doit le lâcher, Oui, se relever. Ouais. Donc, il y a le joueur plaqué, le joueur. Alors, le joueur plaqué, lui, il doit faire l'effort de lâcher son ballon ou d'éloigner la balle, surtout sur le jeu au contact où c'est imposé. Hein. Normalement, quand on est plaqué, on doit chercher à éloigner le ballon soit par une passe, soit en faisant rouler la balle. Ou alors, pour le plaqueur, il doit faire l'effort déjà de se retirer de la zone et de lâcher le joueur qui a été plaqué. Eric, tu es toujours avec nous? Ça va? Tu suis? Ouais, ça va, je suis. C'est bon? Chez les jeunes, si le plaquage se fait, parce que j'ai eu le cas quand j'ai arbitré mon premier match où j'étais un peu perdu, si le plaquage se fait à peu près à ce niveau-là, en dessous des épaules, ça passe quand même? Oui. Non, le maximum, c'est la ceinture. Tu ne peux pas attraper au-dessus de la ceinture. C'est là où il faut faire preuve de pédagogie avec les enfants, leur expliquer, leur parler. Alors, malheureusement, les temps de jeu en école de rugby sont très, très courts. Donc, tout à l'heure, on parlait des en avant et qu'on laissait un petit peu jouer pour qu'il y ait une continuité du jeu. Mais avec les plaquages et les fautes de sécurité, il faut pas hésiter à arrêter le jeu et parler aux enfants et leur dire et leur expliquer. Et après, on a des outils, on peut sanctionner les joueurs, on peut demander à l'éducateur de faire sortir son joueur, de le remplacer s'il a un jeu trop dangereux. Ouais, si vraiment il y a un plaquage, soit le joueur il fait toujours des plaquages au-dessus de la ceinture, ou alors si vraiment il y a quelqu'un qui attrape l'autre au niveau du cou, il faut siffler et ne pas hésiter, voilà, effectivement, à faire changer le joueur. Après, le joueur pourra reparticiper au jeu, il n'y a pas de souci, c'est juste pour lui faire comprendre que son geste était dangereux et qu'il aurait pu faire mal. Même il peut faire mal à son adversaire. Mais donc, juste pour. C'est des phases de jeu qui sont souvent assez confuses. Donc, tu plaques, tu amènes au sol. Donc, par définition, quand tu amènes au sol, même quand tu es plaqueur, tu n'es plus en jeu, il faut que tu sortes de la zone. Oui. Mais il n'y a pas de notion où tu peux rester
sur tes appuis et contester le ballon tout en étant plaqueur. Et essayer de gratter en fait, le ballon. Tu dois lâcher, faire action de reculer et ravancer vers le joueur. Ouais, il faut vraiment faire action de relâche. Okay. Donc, il peut limite relever ton torse, tes bras et retourner au ballon. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu peux pas gratter le ballon dans la foulée, en fait, même si tu restes sur tes appuis. Non, parce que le joueur est plaqueur. C'est action plaqueur. Ouais. Il faut lâcher. L'avantage quand tu fais ça en Angleterre et que tu tombes chez eux, après ils te font le rocking. Ouais. Et après, tu grattes plus les ballons. Ça règle la carrosserie après. Ouais. Bon, on va passer sur la règle suivante. Donc, Tony, tu avais la main. Toujours avec Nathalie. Alors, Stéphanie, le passage en force. C'est le porteur du ballon qui tente de passer à travers la ligne en se mettant un peu sur le côté et en passant en force avec l'épaule en avant. Oui, c'est ça. Alors attention, sur la règle du passage en force, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que en sécurité, bien sûr, sans vouloir faire mal. Alors attention, le passage en force est interdit en école de rugby. Alors attention, le passage en force, effectivement, c'est le fait de vouloir traverser la ligne avec le ballon et d'aller percuter. Petite précision sur la règle, c'est le fait de percuter volontairement un adversaire qui est à l'arrêt. Par exemple, je n'ai pas le droit de prendre mon ballon et d'aller percuter l'adversaire qui est statique, debout et qui ne bouge pas. Ok. Et je dois faire l'effort de passer dans l'intervalle qui est à côté de ce joueur-là. Je ne peux pas aller faire un chamboule-tout ou faire un bowling avec le joueur qui est en face de moi. D'accord. Donc l'adversaire en face est en mouvement. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Ça va. Voilà. Donc ça, le passage en force, ça doit être sifflé en école de rugby. Hein. On ne va pas aller percuter, faire tomber l'adversaire sur notre passage et puis continuer à jouer. D'accord. Voilà. S'il y a passage en force, on repart sur quelle remise en jeu? Quel type de remise en jeu? La touche, non? Non. C'est une faute dans le jeu courant. D'accord, oui. Donc, milieu de terrain? À l'endroit où il y a eu la faute et on revient par balle à l'équipe adverse, l'équipe qui n'avait pas le ballon. Et c'est une remise en jeu, pénalité ou comme sur un coup franc. Dans le jeu, le passage en force, autre que l'école de rugby, enfin pour le jeu adulte, ça se fait surtout quand c'est à 5 mètres de l'embut, c'est ça. Hein, c'est ça, quand il y a les soutiens derrière qui viennent pousser aussi un peu. Ouais, mais après c'est pareil. Il faut, quand toi tu veux aller marquer, le but c'est d'aller éviter l'adversaire. Mais après, non, c'est juste à peu près. Ouais, Là, dans le passage en force, tu as la notion du joueur qui est inactif. Il est là, il est statique, il est immobile, il ne va pas avancer pour essayer d'aller plaquer, mais il se fait volontairement percuter par l'adversaire qui porte la balle. C'est cette notion-là, le passage en force. Ok, d'accord. Voilà. Bon, elle était brève, mais elle était importante quand même au niveau de l'école de rugby, la règle du passage en force. Stéphanie, tu peux passer la main. Je crois qu'il y a Eric et Arnaud qui sont encore passés. Oui, Eric. Eric, du coup, t'es tombé sur la règle du hors-jeu. Le hors-jeu, c'est quand un joueur c'est mal placé, déjà. On va dire par exemple, sur le coup d'envoi, il ne faut pas que celui qui lance le coup d'envoi, que les autres joueurs, il faut qu'ils soient derrière le lanceur, enfin celui qui lance le ballon. Après, comme dit, dans les mêlées, il peut y avoir ces 5 mètres ou 10 mètres, enfin, c'est 5 mètres chez les jeunes. Il faut qu'il soit, sinon, si c'est 4 ou moins, ou souvent, c'est le dernier pied au pied, par exemple. Autrement, il peut y avoir jeu, c'est quand un joueur est mal positionné par rapport, suivant les phases de jeu qu'il y a, si ça peut être mêlée ou introduction du ballon, juste comme ça. Ouais.
C'est pas ça. plus. Enfin, L'enjeu, c'est un joueur qui se trouve en avant d'un coéquipier qui a le ballon. Donc, comme tu l'as dit, sur un coup d'envoi, quand il y a un coup de pied, ben, il est situé devant celui qui tape le ballon. Ça peut être aussi effectivement sur une phase de maul ou de ruck, ou sur une touche ou sur une mêlée. À savoir que sur un coup d'envoi, les adversaires doivent être positionnés à 5 mètres. Les coéquipiers au porteur du ballon sont situés en arrière par rapport au porteur du ballon. On avait dit aussi sur le maul et le ruck, la ligne de hors-jeu, elle se crée à partir du dernier pied du pied du dernier participant. voilà, Donc, c'est on n'a ça. pas le droit de dépasser cette ligne. Après, il peut y avoir, voilà. Il peut y avoir aussi une phase où je suis porteur du ballon et en fait, je passe derrière un de mes coéquipiers. Donc là, on peut avoir contact ou écran et on va gêner l'adversaire qui vient défendre sur nous. Donc ça, c'est aussi une situation de hors-jeu. On se retrouve devant celui qui a la balle. Il y a aussi la position de, je pense, hors-jeu, s'il y a le plaqueur qui se retrouve derrière le plaqué au moment où il y a la balle. Celui qui a plaqué, il faut qu'il se ressorte et qu'il revienne Oui, derrière. c'est ça. Voilà. Voilà. Ça aussi, ça peut être une position. Ouais. Donc après, on va se retrouver forcément, enfin, sur le jeu à 10, on va se retrouver sur une phase de ruck où effectivement, comme je l'ai dit, il y a ligne de hors-jeu sur le pied du dernier participant. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour la règle du hors-jeu? Ouais. Ouais. Donc du coup, Arnaud, dernière règle, pénalité, coup franc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la règle de la pénalité ou du coup franc? Ça va dépendre des catégories. Moi, en U8, il y a pas de, on ne va pas botter une pénalité. Donc, suite à une infraction, tu fais une pénalité, tu fais une remise en jeu normale avec l'équipe adverse à 5 mètres. Après, dans les catégories supérieures, je ne sais pas, c'est assez simple pour moi dans la règle des U8 hein, sur une pénalité, la remise en jeu. Après, j'imagine que dans les catégories supérieures, il y a des bras cassés, il y a des coups de pied de pénalité. Je ne sais pas ça, je ne connais pas les règles. Alors, je vais compléter du coup. Effectivement, la pénalité, c'est le fait de remettre en jeu le ballon après une faute. À savoir que cette année en école de rugby, hormis les moins de 14 à 15, la pénalité est remplacée par le coup franc. Alors, coup franc, c'est quoi? C'est effectivement, comme tu disais, c'est le bras cassé. À savoir que la différence entre les deux, une pénalité, c'est si je tape le ballon au pied après une pénalité, c'est moi qui récupère la balle. C'est moi qui vais lancer le ballon en touche, par exemple, si je vise la touche. Alors que sur un coup franc, si je botte le ballon en touche, je gagne du terrain, mais je ne récupère pas la possession de la balle. À savoir aussi qu'en école de rugby, on ne peut pas choisir l'option de la mêlée sur une pénalité. On est obligé de jouer le ballon à la main ou au pied. Donc effectivement, la remise en jeu, elle se fait soit un coup de pied pour soi-même, donc c'est le ballon qui est au sol, je le touche avec le pied, je ramasse, ou alors je botte dans le ballon, mais le ballon doit quitter mes mains, ou alors un drop, ou alors un coup de pied de volée. Et à l'endroit où a eu lieu la faute Oui, c'est ça. À l'endroit où a eu lieu la faute et toujours à 5 mètres de toute ligne. Par exemple, admettons, il y a eu un plaquage haut à 2 mètres de la ligne de touche. On va se remettre à 5 mètres de cette ligne de touche pour pouvoir jouer, favoriser le jeu ensuite. Pareil, s'il y a une faute à 2 mètres de l'embut, on va revenir à 5 mètres. On va reculer par rapport à l'embut. Et sur une pénalité, il y a les adversaires toujours à 5 mètres. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour l'aspect réglementaire.
Donc, on a vu un peu toutes les règles qui sont mises en place au niveau de l'école de rugby. Je vous enverrai par la suite, donc de toute façon, je vous enverrai par la suite le PowerPoint. Je vous enverrai aussi les différents règlements de l'école de rugby. Comme ça, vous pourrez les relire chez vous, même avant d'aller en compétition. Quand vous allez être en situation d'arbitrage, n'hésitez pas à relire les règles. Donc là, on en arrive à la fin de la formation pour aujourd'hui. Donc, on a mis un peu plus de temps que prévu sur les règles, mais c'était un bel échange, je trouve. Donc là, au niveau du bilan, ce matin, on a vu différents points. Donc, on a vu ce qu'est un bon éducateur, donc d'après vous. Je vous enverrai une synthèse de ce que vous avez fait. On a aussi vu l'aspect sécuritaire, donc ce sur quoi il faut faire attention pour assurer la sécurité sur le terrain. Et on a aussi vu les règles du jeu. À savoir que nous, en formation, on ne va pas essayer de vous changer, on va juste essayer de vous apporter un peu de contenu pour que vous soyez un meilleur éducateur. Donc, ça peut être des connaissances sur le jeu, par exemple les règles du jeu là aujourd'hui. Ça peut être aussi sur la construction de situations et ainsi de suite. Donc, on ne va pas chercher à vous changer, mais on va essayer de vous apporter du contenu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait ce matin, par rapport à la formation en général? C'est clair. Ça aurait été quoi le but de la session de cet après-midi? Nous, à Célestin, on aurait été en compétition cet après-midi. Donc, j'aurais suivi Eric sur la compétition des moins de 12. Pour les autres, je crois, dans le Haut-Rhin, il n'y avait pas de compétition prévue, mais il y avait entraînement. Et donc, Nicolas, il aurait suivi certains éducateurs sur l'entraînement. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui va être fait plus tard quand il y aura le déconfinement et qu'on pourra à nouveau mettre en place des entraînements. Je peux juste poser une question par rapport aux licences. Quelle est la différence entre dirigeants, éducateurs, etc. Les dirigeants n'ont pas le droit d'arbitrer, c'est ça? Le dirigeant, alors il y a différentes formes de dirigeants. Il y a le dirigeant d'association, il y a le dirigeant qui a accès au terrain. Donc, le dirigeant qui a accès au terrain, il a le droit de monter sur le terrain. Oui. Mais effectivement, il n'est pas en situation d'encadrement de joueurs. D'accord. Il est là, il peut être là pour donner un coup de main à l'éducateur, par exemple, mais il n'est pas là en tant qu'éducateur. L'éducateur, c'est vraiment une mention spéciale sur la licence qu'il faut faire valider. Donc, en plus, un dirigeant, il a juste à remplir le formulaire sur Oval 2, alors que l'éducateur, il doit remplir un certificat médical pour être éducateur. Okay. Et donc, à partir d'aujourd'hui, comme vous avez participé à ce premier bloc de formation, on pourra vous valider votre licence d'éducateur en cours de formation, comme vous avez débuté la formation aujourd'hui. D'accord. Et du coup, il faut rechanger encore sur le site de la Fédé? Oui, c'est ça. Donc, si votre club n'a pas encore fait la démarche pour vous en tant qu'éducateur, il faudra demander qu'on vous mette la mention éducateur. Ok. Donc, il me faudra un certificat médical. Oui. Donc, vous allez après recevoir automatiquement un mail de la Fédération française de rugby avec un identifiant, le mot de passe. Il faut vous reconnecter puis télécharger le certificat médical. Et modifier. D'accord. Voilà. Après, à savoir que ceux qui sont, par exemple, joueurs, comme Eric, qui est le joueur loisir et rugby à 5, il a déjà un certificat médical validant sa capacité à jouer, donc il peut aussi être éducateur automatiquement. C'est ce que j'allais te poser comme question, si je vais en repasser encore une, quoi. Non, c'est bon. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de mauvaises questions, hein, bien sûr. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une bonne continuation et puis faites attention à vous et bon courage pour le confinement.
Merci. Beaucoup. À bientôt. Bon week-end à tous. Bon week-end. Bon week-end Bon à week-end, au tous. revoir. Merci.